Bonjour les artichauts, bienvenue dans ce 4e épisode de l'histoire de la photographie dédié aux années 1920-1930. Pour ceux qui auraient manqué le début de notre histoire de la photo, vous pouvez revenir en arrière en cliquant ici, cela vous ramènera au premier épisode. La dernière fois, nous avons parlé du pictorialisme, et nous avons vu que si les photographes de ce courant ont pu se montrer audacieux, bousculant leur discipline, ils se sont placés à contre-courant de leur époque, préférant la lenteur des procédés manuels à l'automatisme et à la rapidité de la société industrielle alors en pleine expansion. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à tous ces photographes de la modernité qui ont succédé aux pictorialistes. Après la Première Guerre mondiale, le mouvement pictorialiste disparaît au profit d'un nouveau courant photographique, la Nouvelle Vision. Portés par les mouvements d'avant-garde tels que le cubisme et le constructivisme, les photographes qui adhèrent à ce courant posent un regard non conventionnel sur le réel, tentant de libérer la vision humaine et de forger en quelque sorte un nouveau langage représentatif de leur temps. Ils s'intéressent ainsi particulièrement au monde industriel, aux machines, à l'urbanisme et au mouvement. Grâce aux évolutions techniques, les photographes s'émancipent du pied photographique et portent leur appareil à la main, ce qui permet d'une part de modifier leur point de vue et d'autre part de se rapprocher de leur sujet et de les saisir avec une grande rapidité. La Nouvelle Vision se caractérise ainsi par la découverte de nouveaux points de vue, de nouvelles perspectives, les photographes utilisant des angles insolites tels que les gros plans, des plongées, des contre-plongées, voire des décadrages, faisant ainsi apparaître dans leurs images des éléments géométriques dynamiques. Ils font également grand usage des reflets, des déformations optiques et des jeux de lumière, flirtant parfois avec l'abstraction. La théorisation de cette nouvelle pensée photographique se fait en 1925 avec l'ouvrage de Moholy-Nagy, Photographie, Man Ray, Film. Photographie, peinture, cinéma. Artiste aux multiples casquettes, connu pour sa peinture d'inspiration constructiviste et suprématiste, Moholy-Nagy fréquente les artistes Dada à Berlin, où il arrive en 1920, et dirige à partir de 1923 le département de photographie du Bauhaus. À la recherche de pureté et de nouveauté, il réactualise le principe des photogenic drawings de Talbot en pratiquant ce qu'il appelle alors photogramme, dont nous avons expliqué le fonctionnement dans le premier épisode de notre histoire de la photo. Jusqu'à la fin de sa vie, il cherchera avant tout, à travers ses images et ses sculptures, à mettre en avant les effets plastiques des formes et de la lumière. La Nouvelle Vision culmine en 1929 à Stuttgart avec l'exposition FIFO, Film und Foto, organisée par Gustav Stotz. Participe à cette exposition une des figures de l'avant-garde photographique, Germaine Krull. Née en 1897 dans l'Empire allemand, elle s'installe en 1926 à Paris après avoir fréquenté les dadaïstes et les surréalistes berlinois. Son œuvre sera multiple. Marquée par le mouvement de la Nouvelle Vision, elle multiplie les cadrages audacieux, que ce soit dans ses études de nu ou d'architecture. Comme en Hollande par exemple, où elle photographie des architectures métalliques, des ponts, des grues, des ports, qui aboutiront à la publication de Métal, sa série la plus emblématique sur la Tour Eiffel en 1928. Un an plus tard, à la suite d'une commande pour les usines Peugeot, Germaine Krull se retrouve en possession d'une automobile. Elle tombe alors amoureuse de la route et sillonne la France, ce qui donnera lieu à de nouvelles séries d'images et de publications, telles que la route Paris-Biarritz, Marseille ou encore la route de Paris-Méditerranée. Véritable innovatrice, elle publie ainsi une dizaine de livres de photographie dont elle est l'unique auteur, faite unique pour l'époque. En parallèle du courant de la photographie dite pure, agissent à contrario des artistes qui exploitent le médium photographique dans tous ses aspects possibles, usant de collage, de photomontage, de retouches. Ces travaux s'initient avec le mouvement dadaïste, né en Suisse en 1916, du désir de nier, voire de détruire les anciennes valeurs picturales, n'ayant pas peur de l'outrance et de la provocation. Liés aux constructivistes russes au service des idéaux révolutionnaires, les travaux des dadaïstes se caractérisent par une forte composante politique et sociale. Ils apprécient tout particulièrement les techniques du montage et du collage qui se prêtent facilement à la diffusion de messages polémiques. Ces techniques, qui offrent une grande liberté de création, permettent selon les artistes du courant d'obtenir, grâce à la juxtaposition, une charge émotionnelle que la photographie traditionnelle a perdue. Plus tard vient le surréalisme, dont le manifeste paraît en 1927, qui repose sur la croyance à la réalité supérieure de certaines formes d'association, à la toute-puissance du rêve, au jeu désintéressé de la pensée. Parmi eux, on trouve Dora Maar, Hans Bellmer, connu pour ses photographies fétichistes de poupées, ou encore Claude Cahun, qui joue uniquement de l'autoportrait et du déguisement. Mais le plus célèbre de tous est Man Ray, américain débarqué en France à 30 ans, proche de Marcel Duchamp et de toute l'avant-garde artistique de son époque, dont il a d'ailleurs fait de nombreux portraits, de Duchamp bien sûr, de Breton, de Tanguy, de Tzara et de Cocteau. Man Ray a d'ailleurs aussi beaucoup photographié les femmes du groupe, sa sulfureuse compagne Kiki de Montparnasse, mais aussi la provocante Meret Oppenheim. Il réalise aussi beaucoup d'autoportraits où résonne particulièrement son humour, sensible d'ailleurs dans la plupart de ses œuvres, comme par exemple le violon d'Ingres. Comme vous pouvez le voir, Man Ray expérimente beaucoup de techniques photographiques, et en particulier deux techniques.
Le réogramme, nom qu'il donne au photogramme, qu'il n'a pas inventé mais qu'il contribue à diffuser largement, et surtout la solarisation, invention esthétique proprement photographique et non plus, comme le faisaient les pictorialistes, copiée depuis la peinture. Sa volonté de travailler la photographie comme un art sans pour autant la confondre avec la peinture, tout en y insufflant humour et imagination, font de Man Ray un des personnages fondamentaux du mouvement surréaliste. Nouvelle vision, surréalisme. En réaction à ces deux mouvements d'après-guerre se développe un troisième courant, celui de la nouvelle objectivité. Les photographes de cette mouvance décident d'utiliser ce qu'ils considèrent comme les particularités fondamentales de la photographie, c'est-à-dire le mimétisme, la netteté et l'objectivité. L'objet devient alors un sujet essentiel pour ces artistes, dont la démarche va osciller entre le documentaire et l'art. Ce mouvement prend ses racines en Allemagne et concerne au départ la peinture. Après l'expressionnisme qui voulait instaurer un homme nouveau en rejetant le monde extérieur au profit du moi, les années d'après-guerre voient un certain nombre d'artistes revenir à la nature, à l'objet, au monde réel. C'est Gustav Friedrich Hartlaub qui est le penseur le plus influent de cette décennie. Jean-Richard Bloch, en 1930, écrit dans son livre « Destin du théâtre » que la notion de nouvelle objectivité définit une nouvelle attitude de l'esprit, réaliste, positive et non sentimentale en face des choses et des idées. Il paraît alors assez évident à l'époque que si le but de la nouvelle objectivité est de laisser parler la réalité, les faits, de reproduire le monde tel qu'il est, alors la photographie est le médium tout indiqué pour le faire. Karl Blossfeld publie en 1928 le livre Urformen der Kunst, les formes originelles de l'art. Ce qui n'était au départ qu'un répertoire de formes décoratives pour ses étudiants en art appliqué devient quasiment un manifeste visant à démontrer que les formes artistiques dérivent des formes de la nature. Les prises de vue sont frontales, l'éclairage est neutre, le document est au départ scientifique. Il devient artistique. Il en est de même pour Albert Renger-Patsch qui publie la même année Die Welt ist schön, Le monde est beau, montrant 101 photographies associant images de la nature, monuments historiques et industriels, ou encore des détails d'architecture. Tout objet, qu'il soit naturel ou fabriqué par l'homme, est susceptible de révéler sa beauté. Et cette beauté apparaît naturellement, sans artifice de cadrage et sans trucage. Il faut enfin évoquer un autre personnage, fondamental lui aussi, August Sander, adepte selon ses termes d'une photographie claire, pure, absolue. Sander, qui a commencé sa carrière à l'orée du XXe siècle, décide à partir des années 1920 de dresser un panorama complet de la société allemande, avec des portraits rassemblés en portfolio, selon les catégories sociales et professionnelles de ses sujets. Ce projet, intitulé « Homme du XXe siècle », rassemble des clichés dont le style a fait la renommée de Sander. Cadrage frontal, lumière douce, absence de dramatisation, dans le but de présenter une image fidèle de l'individu. La sérialité est un aspect essentiel du travail de Sander. Alfred Döblin parle de photographie comparée, mettant au jour l'aspect scientifique, sociologique d'August Sander. Sander envisageait aussi de photographier les paysages allemands, mais faute de temps, développe davantage son projet de portrait, qui est exposé pour la première fois en 1927. 2 ans plus tard paraîtra le livre Antlitz der Zeit, Visage de notre temps, rassemblant 60 portraits. Là où la nouvelle objectivité s'attachait à retranscrire l'objet en tant que tel, sa beauté, usant souvent de gros plans, August Sander, puis plus tard Walker Evans, dont nous parlerons dans un futur épisode, contextualisent leur sujet, dressant un état des lieux de la société. C'est l'avènement de la photographie documentaire. On notera que tous les artistes de la nouvelle objectivité travaillent à la chambre, ce qui implique une grande qualité d'image, mais aussi une maniabilité difficile. Ainsi, s'ils sont documentaristes, ils ne sont pas photoreporters, c'est-à-dire qu'ils ne retranscrivent pas des faits d'actualité. Tous les photographes dont nous venons de parler sont marqués par la volonté de proposer une vision objective du monde. Cette idée d'objectivité, associée parfois à la sérialité, n'est cependant pas complètement nouvelle, puisque dès le 19e siècle, des missions étaient déjà entreprises pour documenter, archiver le patrimoine ou le paysage, comme la célèbre mission héliographique ou bien le travail de Charles Marville sur la ville de Paris. Les clichés produits pendant ces missions étaient considérés alors comme de simples documents, quoique souvent donnant des images admirables. La différence vient ici de ce que le document se transforme en œuvre à part entière, jouant sur les deux tableaux. Et l'un des précurseurs appréciés des surréalistes, devenu une référence pour une majeure partie des photographes documentaires américains, est Eugène Atget. Dès 1898, Atget entame une collaboration avec les institutions parisiennes, telles que la Bibliothèque nationale, la Bibliothèque de l'École des Beaux-Arts ou encore la Bibliothèque historique de la ville de Paris. Il va leur fournir des milliers de négatifs sur verre répartis en 5 séries documentant tous les aspects de la vie et du patrimoine parisien. Les vieilles demeures, les commerces, les vitrines ou encore les voitures, les jardins, les chantiers de démolition. Il va ainsi dresser un panorama unique de la ville. Son systématisme le fait apparaître rétrospectivement comme un véritable précurseur, et ce dès la fin du XIXe siècle. Beaucoup le qualifieront de pionnier naïf dans la mesure où il s'inscrivait encore dans une tradition d'archivage, de décompte et qu'il n'a pas théorisé sur sa pratique.
Cependant, dès 1927, la photographe américaine Berenice Abbott achète une partie de son fonds de négatifs et déclare que ce qu'a fait Eugène Atget pour Paris, elle veut le faire pour New York. Cela aboutira à son célèbre travail Changing New York, qui prendra forme à partir de 1935. Ainsi, les influences des courants de la nouvelle vision et de la nouvelle objectivité traversent-elles l'Atlantique. Après avoir été adeptes de la photographie pictorialiste, les photographes américains entament eux aussi un nouveau départ avec Alfred Stieglitz et Paul Strand en tête d'affiche. Paul Strand est le héros de la modernité photographique, inaugurant en quelque sorte le mouvement de la straight photographie, dans les pas de Stieglitz et de son entrepont de 1907. Il écrit en 1917 dans son article Manifeste Photographie: « La plus parfaite réalisation de cette objectivité absolue qui est le propre de la photographie est atteinte sans aucun truc ni procédé, sans manipulation, grâce à l'utilisation de méthodes photographiques directes. Cependant, il ne s'interdit pas l'expérimentation, voire à ses débuts une certaine abstraction. En 1945, le MoMA organise une rétrospective de son œuvre qui est loin d'être terminée, puisqu'il photographie jusqu'à sa mort en 1976. Paul Strand illustre bien la dualité que prennent les images des photographes de la modernité, alliant recherche esthétique et objectivité, l'image oscillant toujours entre document et œuvre d'art. Quant à Stieglitz, c'est toujours un élément moteur de la photographie américaine. Il regroupe autour de lui un petit nombre de photographes qu'il appelle les 6+X, qui comprend notamment sa femme, Georgia O'Keeffe, et Paul Strand. Ces artistes se fixent comme objectif de faire émerger un art américain qui se débarrasserait des influences européennes, tout en essayant de résister à l'esprit puritain et matérialiste qui selon eux menace le pays. Stieglitz et son cercle organisent des expositions, et Stieglitz lui-même réalise des travaux jusqu'en 1937. C'est justement après sa rencontre avec Paul Strand et Stieglitz en 1922 que le photographe californien Edward Weston va changer son style de photographie. Il adopte alors la straight photographie dans des séries aujourd'hui extrêmement célèbres qui prennent comme sujet des objets banals pour les transfigurer par un travail formel. On y trouve ainsi des coquillages, des feuilles de chou, voire des poivrons. De même, il réalise de nombreux nus, des portraits et des paysages. En 1932, il fonde le groupe F64 avec Ansel Adams qui sera le fer de lance de la straight photographie. En effet, F64 fait référence à la plus petite ouverture de diaphragme possible et donc à la plus grande profondeur de champ imaginable, ce qui reflète bien l'ambition de ces photographes de faire une photographie extrêmement nette et précise. Comme vous pouvez le voir dans ces images d'Ansel Adams, les photographes de cette génération se donneront comme objectif de faire des images aussi nettes que lisibles, tout en privilégiant le jeu des lignes et des formes. Ils marqueront ainsi durablement l'histoire de l'esthétique photographique. Comme nous venons de le voir, dans les années 1920-1930, les pratiques photographiques se diversifient beaucoup. Après le pictorialisme, les photographes font un retour au réel. Le courant de la nouvelle vision propose de porter un regard neuf sur le monde, notamment par l'exploration de nouveaux points de vue. Puis les expérimentations se poursuivent avec les dadaïstes et les surréalistes, pour qui la photographie, et plus généralement l'art, est une manière d'atteindre une réalité différente. Cela donnera par la suite aux États-Unis la photographie dite pure ou straight, et le groupe F64 visant une netteté maximale. Voilà, nous arrivons à la fin de ce 4e épisode. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on s'attaquera à une vidéo plus thématique sur la photographie de mode. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à partager la vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour soutenir l'Artichaut. On se retrouve très vite. À bientôt les Artichauts!